l'élément que j'ai pas développé pour l'instant, c'est le processus d'extermination, qu'on appelle sous le nom de Shoah. Quand on parle des Juifs, Samudaripen, quand il est question des Tziganes, et en soi du processus d'extermination des populations que les nazis considèrent comme inférieures. Petit rappel, le régime nazi est un régime raciste, dans le sens où il théorise une inégalité entre les races, la race supérieure étant la race des Aryens, tout à fait, et celle qui se situe tout en bas de l'échelle, ce qu'ils appellent la race juive. Et ça apparaît tel quel dans les documents. Petit rappel également, le processus de mise à l'écart de la population juive, il a déjà commencé en Allemagne depuis 1933 et la prise de pouvoir par Adolf Hitler. Il a été initié par une série de lois qui actent l'inégalité des juifs, qui leur retirent un certain nombre de droits, par la nuit de cristal. Le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale va marquer l'accélération de ce processus. Dans un premier temps, les nazis ont cherché à expulser les juifs de leur territoire. Leur territoire, ils appellent ça leur espace vital. Et en gros, c'est affreux, hein. Ils veulent un espace vital propre, donc sans juifs. Donc dans un premier temps, ils les font sortir. Sauf que plus ils vont conquérir de territoire, plus en fait les possibilités de sortie vont disparaître. Donc en fait, il faut aussi comprendre le processus de mise à mort des juifs par la conquête. Parce que les nazis ayant conquis une grande partie du territoire, ils ne peuvent plus se servir de la Pologne comme poubelle, en gros. Ok ? Donc, l'arrivée à l'Est, dans des pays, ils vont arriver à l'Est dans des pays dans lesquels les communautés juives sont encore assez importantes. Et donc, on part sur un premier mode de mise à mort, qui est la Shoah par balle, menée par des groupes qu'on appelle les Einsatzgruppen. Et ce que je vous avais expliqué, c'est que les nazis arrivent dans des villes qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que le processus de Shoah par balle, il ne peut fonctionner qu'avec la collaboration d'une partie de la population locale pour dénoncer qui est juif. Sinon, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des gens sur place qui collaborent. Et le contexte d'antisémitisme très fort dont on a déjà parlé dans toute l'Europe fait que les nazis ont des alliés de circonstance sur la question de l'élimination des juifs. L'autre processus, c'est la mise dans les ghettos. C'est-à-dire la création de quartiers dans lesquels les juifs sont parqués, ils n'ont pas le droit d'en sortir. Ils ne peuvent pas se mélanger au reste de la population. Le plus célèbre étant celui dont on avait parlé en classe, Varsovie, dans lequel les nazis rationnent et ravitaillent peu, et rationnent également les moyens de chauffage, menant aussi à la mort par le froid. Ghettos qui finiront par décider de liquider, c'est-à-dire ils vont attaquer le ghetto et la population juive, malgré tout ce qu'elle a vécu jusque-là, la défense du ghetto de Varsovie, ils vont se défendre. Et après on va en arriver à ce qu'on va appeler la solution finale. Alors, ce qui est une manière, une atténuation on dit en français. La solution finale au problème juif, pour être parfaitement exhaustive, décidée lors de la conférence de Wannsee en janvier 1944. Parce qu'en somme, jusque-là, les camps de concentration existent. Dans les camps de concentration, on n'emprisonne pas la population... Enfin, les nazis n'emprisonnent pas la population juive sans contrepartie. Ils travaillent jusqu'à la mort, mais ils travaillent. Dans la théorie, c'était qu'ils travailleraient, comme on les traiterait pas bien, ils s'élimineraient d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils finiraient par mourir d'épuisement, de mauvais traitements. Aux yeux d'un certain nombre de dignitaires nazis, ça ne va pas assez vite. Au-delà de ça, il y a toute une partie de la population juive qui est considérée comme improductive. Les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, ou les femmes qu'ils considèrent comme trop faibles pour travailler. Face à cette situation-là, on va du coup ajouter au système dit concentrationnaire les camps d'extermination, dont l'objectif est la mise à mort rapide, industrielle, de la partie de la population juive qui n'est pas exploitable. Et donc on a une accélération dans le processus du génocide. Cette industrialisation de la mise à mort, elle est également liée aux limites vite atteintes du processus de Shoah par balle. Pourquoi ? Ça coûte cher, ça ne va pas assez vite, et puis... Alors, il y a des soucis de munitions, surtout quand on commence à être obligé de se battre contre l'URSS et qu'on préfère envoyer des balles dans les soldats soviétiques. Et les Allemands, ils ont... Voilà, il y a quand même une moindre efficacité de certains Einsatzgruppen, donc il faut quelque chose de plus rapide et moins coûteux. Donc on va mettre au point le système des chambres à gaz, les cristaux de zyklon B qui, une fois au contact de l'air, projettent un gaz qui est mortel en très peu de temps. Pareil, je dis pas les choses dans l'ordre, mais c'est pas grave parce que vous avez déjà vu le cours. Ce sont les soldats soviétiques qui vont tomber sur les camps de concentration. En même temps, c'est logique, ils arrivent du bon côté. Les Allemands les voient arriver. Il va y avoir la destruction des archives des camps. Les Allemands vont mettre le feu à un certain nombre de camps de concentration avant de partir. À certains endroits, ils laisseront
les populations des camps. Dans d'autres endroits, ils vont organiser ce qu'on va appeler les marches de la mort, où ils font marcher les populations juives jusqu'à l'intérieur de l'Allemagne nazie, parce qu'ils en ont besoin pour continuer à produire. Donc ils les emmènent. Et puis s'il y en a qui meurent sur la route, c'est pas grave, mais on les emmène, ils continueront à travailler dans des usines, dans des camps à l'intérieur de l'Allemagne pour soutenir l'effort de guerre. Nos documentations sur le génocide et sur le fonctionnement des camps de concentration, c'est parcellaire et c'est beaucoup moins fourni que ce qui a existé. Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses choses qui ont été détruites. Donc ce que je vous ai dit, c'est que par contre, on a quelques photos qui ont été compilées dans un livre qu'on appelle l'album d'Auschwitz. Et donc ça permet de se faire une idée du fonctionnement du camp de concentration. De plus, il y a certains survivants qui ont raconté. Donc on sait qu'à la descente des convois de trains, qui étaient des wagons à bestiaux dans lesquels on entassait les populations, quand on avait un système qui alliait camp de concentration et camp d'extermination, on faisait le tri à la descente. En 2 colonnes, une colonne, ceux qui étaient utilisables pour produire, qui allaient en camp de concentration, et ceux qui étaient improductifs et qu'on envoyait directement à l'extermination. Les nazis ne se vantent pas devant les populations qui descendent du train, qui vont les mettre à mort. Ils sont bien plus nombreux, donc il faut tenir les gens par la peur. Donc on envoie les populations en direction des camps de concentration dans la partie du camp qui est réservée au travail, et le reste, la suite de la population, ceux qui sont à destination des camps de la mort, on leur rase les cheveux, on récupère les vêtements, et on leur ment en leur disant qu'on va les désinfecter. Leur faire prendre une douche, et en fait, en lieu et place de une douche, c'est cristaux de zyklon B, asphyxie, on sort les corps, qui sont ensuite brûlés dans des fours crématoires, parce qu'on n'allait pas perdre du temps à enterrer les gens. C'est ce qui, fondamentalement, c'est ce qui alimente le discours négationniste. Je vous en avais parlé, le discours négationniste, c'est le discours qui consiste à dire que les camps de concentration, ça n'a jamais existé. Ou, plutôt, que les camps d'extermination, ça n'a pas existé. Camps de concentration, oui, mais qu'en gros, le processus chambre à gaz, four crématoire, ça sort de l'imagination des historiens. Au-delà de ça, les nazis n'ont pas forcément envie de se salir les mains. Donc à l'intérieur des camps de concentration, ils recrutent, c'est-à-dire des prisonniers qui sont chargés de gérer les prisonniers, et ils recrutent également des prisonniers pour sortir les corps des champs, pour pas le faire eux-mêmes. C'est un système de déshumanisation totale. Vous êtes une personne juive, déportée, vous vous retrouvez à faire partie du système qui consiste à se débarrasser d'une partie de votre propre population. Cela dit, le fait que ça se soit passé comme ça fait que au moment des procès, au moment où on va demander de témoigner, c'est ces gens-là qui vont raconter comment ça se passait. Si on est capable de vous dire les cris à l'intérieur des chambres à gaz à partir du moment où les gens se rendaient compte. Tout bêtement, on n'a pas tous la même capacité pulmonaire. On n'a pas tous les poumons de la même taille. Ce qui veut dire que l'asphyxie n'arrivera pas toujours au même moment. Donc dans une chambre à gaz où vous mélangez des adultes et des enfants, vous vous doutez bien que les enfants partent en premier. Donc les adultes commencent à se rendre compte que c'est pas du tout la douche qu'on leur a promis. Quelque chose que je vous avais dit également, c'est que il ne nous reste des camps de concentration que des photos. On ne peut pas photographier la mort. On peut photographier quelqu'un de vivant, on peut photographier quelqu'un de mort, mais le moment du passage n'est pas photographié. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Et ben c'est ce qui justifie, dans certains discours négationnistes, le fait de dire les chambres à gaz, ça n'existe pas. Ces gens sont morts. En effet, sur la photo, là, les gens ont l'air morts. Rien ne nous dit ce qui les a tués. Le processus d'extermination des Juifs va amener à la mort de 6 millions de personnes quand on additionne les différents types de mise à mort. Alors, on parle beaucoup du génocide des Juifs parce que, en termes de volume, c'est celui qui représente le plus. Les nazis ne se sont pas limités à l'extermination des Juifs. Ils ont également exterminé une partie non négligeable de la communauté des Tziganes, population nomade, les malades mentaux et certains handicapés physiques, parce que comme il fallait purifier la race, qu'on considère que le handicap c'est une tare, il faut s'en débarrasser. Les homosexuels pour exactement la même raison. On envoyait également dans les camps de concentration, il n'y a pas de processus d'extermination organisé, si on peut s'en servir. Les opposants politiques, les résistants quand on les attrape, ceux qu'on sait être communistes, toute personne qui critique un peu fort. Donc la libération des camps de concentration, elle est majoritairement effectuée par les soviétiques à partir de janvier 1945. Alors il ne faut pas se leurrer dans le sens où logistiquement, c'est très difficile de libérer les camps de concentration. Je vous laisse imaginer que la population sur laquelle les soviétiques
vont tomber est une population extrêmement affaiblie, qui vient des 4 coins de l'Europe. Comment on renvoie ces gens-là chez eux? Ça veut dire qu'il faut les retrier. Ils ne parlent pas tous la même langue, ils ne sont pas tous en état de se déplacer. Certains sont tellement affaiblis que de toute façon, oui, ils vont connaître la libération des camps et n'y survivront pas. Il faut organiser le retour des populations dans des zones de guerre. Certains sont libérés, leur pays pas encore. Comment on les renvoie chez eux? C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. La libération des camps, c'est pas magique. C'est pas on va claquer les doigts, on renvoie tout le monde chez soi et c'est fini. Pour la France, on les renverra par train, par vague. Ils sont tous centralisés au même endroit, dans un hôtel qu'on appelle le Lutetia à Paris. Et il y a des histoires qui se terminent pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'au Lutetia et qui sont dans un tel état que de toute façon ils meurent au Lutetia. Il y a aussi des gens qu'on vient jamais réclamer. Parce que du coup on centralise, on cherche, on fait des listes de noms et on affiche le nom de ceux qui sont revenus. Certains vont attendre plusieurs mois avant de pouvoir rentrer dans les camps. Alors maintenant, ils vont, ils viennent, ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils sont mieux nourris par l'armée soviétique, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre endroit où les mettre. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut absolument que vous développiez quand on vous parle de guerre d'anéantissement. C'est la volonté de se débarrasser d'une population, voire de plusieurs populations, et la capacité à mobiliser des ressources de type industriel pour y parvenir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va organiser des grands procès pour juger les responsables qu'on aura réussi à attraper. Alors pour le régime nazi, ce seront les procès de Nuremberg. Pour les responsables japonais, ce seront les procès de Tokyo. Pour ne rien vous cacher, pour le procès de Nuremberg, c'est pas les principaux décideurs qui vont être jugés. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont morts et que du coup on juge quand même une grande partie des seconds couteaux. Mais malgré tout, ils ont participé, de manière directe ou indirecte, à certaines décisions de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont donc jugés. Okay. Alors la traque des anciens nazis, c'est quelque chose qui va durer assez longtemps. Si vous avez 2 heures de votre vie à y consacrer, alors je sais que c'est assez long, c'est de la culture générale assez intéressante, il y a un entretien entre un historien et un super vidéaste qui fait des super vidéos d'histoire, qui est Nota Bene. 2 heures d'entretien sur que sont devenus, en gros, qu'est-ce qui reste du nazisme après la guerre? Que sont devenus les anciens nazis? Est-ce qu'on a réussi à arrêter tout le monde? Est-ce qu'on a réussi à juger tout le monde, etc. Et donc je peux pas vous faire tout un cours sur ça, parce que j'ai pas le temps et que c'est pas mon objectif, mais si le sujet vous intéresse, sachez que c'est très très bien développé, et que ce que je peux par contre vous dire, c'est qu'il y a certaines personnes, certains dignitaires nazis qui ont profité du contexte, du fait que c'était des combats, etc., et pour s'enfuir, en particulier en Argentine, et que dans les années 70, il y a un certain nombre, dans les années 60 et 70, il y a eu l'arrestation de quelques anciens dignitaires nazis parce que il y a des descendants de personnes juives qui n'ont pas lâché l'affaire et qui sont allés les chercher là-bas. Eichmann, qui est passé en procès, et Klaus Barbie, qui était le responsable de la Gestapo à Lyon et qui a été débusqué en Argentine où il était sous un faux nom depuis 1945, quoi. Il est jugé à la fin des années 80. Des anciens nazis, il en est resté assez longtemps, même en France. Le saviez. Il y a des Français qui se sont battus aux côtés des nazis, des volontaires français qui se sont battus aux côtés des nazis contre l'URSS. Ça s'appelait, du coup, le nom de la division vraiment... Ouais, la division SS Charlemagne. C'était les volontaires français qui se sont battus. Ce sont les volontaires français qui se sont battus avec les nazis, en particulier en Union soviétique, division SS Charlemagne.